Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. À 64 ans, Claudine Mounari Mabonjo nourrit encore de grandes ambitions politiques pour son pays. Première femme directrice de cabinet d'un président de la République au Congo, en l'occurrence Pascal Lissouba, la députée de Moyonzi milite pour l'unité de son pays ainsi que son développement. Dans ce présent numéro de décryptage, elle nous parle de sa conception de la politique, mais surtout de son engagement dans ce domaine. Comment êtes-vous arrivé en politique? Il y a eu des moments marquants et des faits déterminants qui ont conduit mon intéressement à la politique. Et je pense que ça a été à la faveur d'une rencontre ou le contact avec les femmes d'une association, l'agacement ou la colère devant certaines injustices sociales. En tout cas, de manière générale, le socle de mon engagement tient à une claire conscience que construire un pays est une œuvre de tout le monde. Chacun de nous doit y apporter sa contribution. Et ce faisant, nous devons être dans la construction de cette œuvre nationale tous des acteurs et non pas des spectateurs. En tout cas, à un moment donné, chacun de nous doit s'impliquer. Quelle personnalité de renommée mondiale représente à vos yeux un modèle en politique? Ça fait, on a toujours un modèle, en commençant déjà par ceux qui nous ont donné la vie, papa et maman. Les aînés qu'on regarde autour de nous, l'observation de tous les jours. Mais comme toute personne, je nourris ma propre pensée en pénétrant dans la pensée des grands esprits qui ont fait le monde. Et la brochette est très éclectique. Je pourrais partir de Martin Luther King à Mandela ou de Chipavita à Aung San Suu Kyi. Ces grands esprits qui ont marqué le monde. Mais fondamentalement, le pivot de mon inspiration, c'est Gandhi. Gandhi parce que toute son œuvre et toute sa pensée nourrit mes propres aspirations. Quand Gandhi dit quand je désespère, je me souviens de tout à travers l'histoire, le chemin de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Quand Gandhi dit ça, je crois que c'est quelque chose qui nous pousse à croire en notre destin, en notre devenir. Et Gandhi ajoute aussi, il y a eu, je cite de mémoire, je ne me souviens pas très bien de l'expression, mais je vous donne quand même l'esprit, il y a eu des tyrans, il y a eu des meurtriers, qui à un certain moment se sont même crus invincibles. Mais ils ont fini par tomber parce que c'est toujours la vérité, c'est toujours l'amour qui triomphe. Je crois que dans les pires moments de mon existence, quand j'ai des doutes, et que je me réfère à cette pensée-là, je me redresse et j'avance. Parlez-nous de votre engagement en politique. Il m'est toujours difficile de parler de mon combat en tant que femme. Je vis plutôt les choses comme mon combat en tant que citoyenne. Mais bon, mois de mars oblige, peut-être pouvais-je prendre la partie féminine de ma pensée. Le combat en tant que femme, et c'est pas seulement, et il faut qu'on se comprenne bien là-dessus, c'est pas seulement le combat de la femme, c'est le combat de tout être humain, tout citoyen. Parce que nous sommes en complémentarité, l'homme et la femme. Si nous voulons un pays équilibré, harmonieux, la vie, qui donne la vie? C'est l'homme et la femme ensemble. Donc ce n'est pas deux entités qu'on peut séparer. Les séparer est déjà une hérésie, une grave erreur. Et donc, lutter pour le combat des femmes, c'est obtenir l'égalité, faire respecter l'égalité entre l'homme et la femme. Que cette complémentarité entre l'homme et la femme soit assumée par tous. Et croyez-moi, on ferait beaucoup de progrès là-dessus. La femme est l'objet de beaucoup de violences. Qu'il s'agisse des violences de tout genre qu'on lui impose dans la vie au quotidien, dans le ménage, quand il y a des guerres, c'est encore elle qu'on viole, ou alors toutes les inégalités dont elle est objet dans le quotidien. Par exemple, l'accès à la formation, l'accès au crédit, l'accès à la propriété. Par exemple, il y a des localités où la femme ne peut pas posséder de la terre. Mais comment on fait de l'agriculture, de la grande agriculture intensive, si on ne peut pas se reposer sur une terre sur laquelle on a un peu de pouvoir? Donc vous voyez autant de choses qui brident l'évolution de la femme. Mais que pouvons-nous constater à travers quand on bride la femme? C'est que quand on bride la femme, et nous en sommes tous convaincus aujourd'hui, et c'est ça qui est formidable. Avant, quand on parlait
parlait de genre, on disait, quand on dit le genre, c'est la femme. Non, aujourd'hui, tout le monde a compris que quand on parle de genre, c'est cette complémentarité entre l'homme et la femme qui est importante. C'est cette complémentarité qui doit être effective et efficiente qui permettra au monde d'avancer. Vous savez que la femme, c'est la première victime des violences. Mais quand vous regardez le monde finalement, cette femme qui est la première victime des violences, c'est encore elle, et c'est ça le paradoxe, qui est le rempart contre cette violence et contre le mal absolu. C'est sidérant, non? C'est elle la victime première, mais c'est encore elle le rempart contre le mal absolu. Pourquoi? La femme porte et donne la vie, mais c'est encore elle qui est le plus attachée farouchement à la défendre, n'est-ce pas? Je vous mets au défi de trouver un groupe social où une mère reste indifférente à la mort d'un enfant. Ça n'existe pas. Vous êtes l'une des femmes les plus influentes dans le milieu politique de votre pays. Quel message avez-vous à l'endroit des femmes congolaises? Il est important que nous, les femmes, nous comprenions le pouvoir de notre voix. Quand la femme devient inaudible dans une société, c'est la barbarie, c'est l'indifférence et la barbarie qui prospèrent. Quand la femme se lève pour dire « ça suffit », croyez-moi, les choses bougent. Nous avons connu des moments difficiles dans notre pays. Et les premières réactions positives sont venues de l'engagement des mères congolaises, des femmes congolaises. Et aujourd'hui, si notre pays va si mal, c'est peut-être parce qu'elles se sont tues. Et il serait peut-être temps qu'elles recouvrent leur voix. Aujourd'hui, elles ne le sont plus, malheureusement. Et c'est à ça que je les invite. J'invite les mères congolaises, mes sœurs congolaises, à dire « donnons de la voix ». Refusons. Levons-nous pour dire « nous ne sommes pas d'accord ». Nous ne voulons pas de barbarie dans notre pays. Nous comprenons qu'il y a des problèmes dans un groupe humain, dans un collectif, le collectif que nous sommes. Mais trouvons les moyens de régler ces problèmes-là par le dialogue, par la communication, plutôt que par la barbarie. Chacun de nous a vu les images des corps torturés à l'électricité par certaines personnes dans ce pays qui circulent librement aujourd'hui. Et c'est tout ce combat-là qu'il faut... qui doit nous interpeller pour que nous disions, nous les mères, nous refusons que l'enfant d'une autre mère soit la raison de la souffrance de tous les enfants, de toutes les autres mères. Quand les mères vont se lever, tout cela va s'arrêter. Est-ce que vous pouvez imaginer une armée humaine des mères debout? Vous pouvez l'imaginer? Parce que vous êtes des hommes. Déjà, vous les premiers, vous allez vous arrêter. Parce que ces femmes-là, ce sont vos mères, ce sont vos sœurs, ce sont vos épouses. Vous allez vous arrêter. Et je crois que si j'ai une conviction, c'est que le sort du Congo est entre les mains des femmes du Congo.